Bonjour à tous. Je laisse prendre place ceux qui nous rejoignent et d'autres viendront encore nous rejoindre au fil de nos échanges. On va passer après ce matin, on a posé un peu les grands enjeux autour de ces deux sujets clés et l'avenant 11 et l'UPH, voir maintenant et cet après-midi comment travailler à partir de ces avancées pour avoir des vrais leviers pour faire face aux défis à venir, faire évoluer un peu vos modèles d'affaires autour de ces grands enjeux et dans un contexte, on le sait, encore de tension. On va le voir cet après-midi à travers trois débats qui vont illustrer vraiment trois des grands enjeux à venir. Évidemment, le choc d'attractivité qui arrive, comment est-ce qu'on peut y répondre à travers l'apprentissage et son évolution, on le verra tout à l'heure, à travers aussi le dialogue social, et on va le voir dans quelques instants, comment faire face aussi à cette transition énergétique, à cette transition écologique, dont les contours restent un peu flous, mais qui devient de plus en plus pressante pour beaucoup de secteurs, et notamment le vôtre, avec notamment cet acronyme de ZFE, qui arrive et qui est déjà là sur certains des territoires. On va discuter de tout cela cet après-midi avec nos intervenants, 3 temps d'échange. Et on va tout de suite commencer en essayant de voir justement comment, la file, je dirais, dans le fil de ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire une manière aussi de se concerter différente, une manière aussi de projeter la négociation sur le temps court, mais aussi sur le temps long. Ce qui s'est mis en place peut aussi se retrouver dans un autre cadre, celui du dialogue social autour des questions clés de salaire, de conditions de vie au travail. On va voir comment c'est possible avec les intervenants de cette première table de ronde que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Avec nous, Pierre-Yves Van Stavel, Philippe Choute, Gilles Monnier et Vincent Lestrade, sous vos applaudissements nourris. Il n'y a pas de plan de table, messieurs. Voilà, vous pouvez vous installer un peu là, comme ça, comme vous le souhaitez. Je vous présente pendant ce temps-là Pierre-Yves, secrétaire national de la CNSA, Philippe Choutet de la FNMS, Gilles Monnier, responsable RH FNMS, et Vincent Lestrade, juriste à la CNSA. Bonjour messieurs. On va, j'allais le dire, parler des questions sociales. Alors c'est une table ronde qui revient chaque année de manière assez régulière et les sujets sont importants, mais aussi on va parler de la manière de conduire ce dialogue social, et on va voir qu'il y a aussi une manière de le faire qui aujourd'hui est pensée et portée autrement. Je voudrais commencer peut-être avec vous, Pierre-Yves et Philippe, en revenant sur un peu une des nouvelles de la matinée, c'est-à-dire un peu ces enveloppes, ces montants qui ont été alloués pour faire face à la montée de l'inflation et essayer de mieux comprendre l'impact qu'ils ont en matière de salaire. Pierre-Yves, de combien, à travers ces enveloppes FIR qui ont été débloquées, de quelle somme parle-t-on et avec quelle valorisation associée pour les différentes catégories? Alors, bonjour tout le monde. Déjà, peut-être recommencer par faire un petit peu d'historique. On est à la sortie Covid, besoin de faire un choc d'attractivité dans la profession, un manque criant de personnel, une assurance maladie qui n'était pas forcément encline à ouvrir la discussion immédiatement sur des revalorisations tarifaires, et pourtant une très forte demande des partenaires sociaux de rouvrir la discussion. On met sur la table très rapidement un accord de méthode, mais on va y revenir après. Et l'objectif, c'était de pouvoir très rapidement, à la sortie 2021-2022, de pouvoir très rapidement donner des revalorisations à nos personnels ambulanciers, qui étaient très fortement rattrapés par le niveau du SMIC. Donc on a été, avec les différentes fédérations, chercher des enveloppes FIR pour pouvoir financer des revalorisations tarifaires. Je tiens à le préciser, on en avait déjà parlé l'année dernière, ces enveloppes FIR ont été intégralement dirigées sur la masse salariale pour pouvoir financer les salaires de nos ambulanciers. Cette enveloppe s'est arrêtée au 31 décembre de l'année 2022 et était censée se pérenniser pour l'année 2023. Les négociations tarifaires de l'avenant 11 ont débuté en début 2023, je crois que Vincent Juteau l'a rappelé ce matin, parce que ça a démarré en janvier 2023. Et donc il fallait qu'on puisse trouver des compensations
en attendant la mise en place de cette nouvelle tarification. Et donc, on a été chercher des enveloppes FIR pour pouvoir couvrir les évolutions du SMIC, les revalorisations qu'on avait données à nos ambulanciers en 2022, et surtout pour pouvoir répondre à l'inflation galopante qui était là. Donc, on a eu une première enveloppe de 190 millions d'euros qui a été versée aux entreprises au mois de juin 2023. Et il y a une seconde enveloppe qui arrivera en tout début 2024 pour un montant de 90 millions d'euros. Bien évidemment, ces enveloppes qui ont été données aux entreprises ne sont pas exclusivement affectées à l'augmentation de la masse salariale. Mais il fallait quand même redonner une partie de ces enveloppes dans la masse salariale pour essayer de recréer le choc d'attractivité et surtout de pouvoir recréer un écart significatif entre les différents niveaux d'ambulanciers qu'on a dans les entreprises. Donc, voilà le constat qu'on fait au départ et voilà les enveloppes qu'on a à nos dispositions au moment de l'ouverture de la négociation qui amènera à l'accord de juin 2023 au niveau de la NAO. Ça représente quel niveau de hausse de salaire sur les différentes catégories, sur ce qui est donc, puisque c'est en 2 temps, de juin déjà fait et novembre qui arrive? Alors, bonjour à toutes et à tous. Le calcul en taux, il est difficile à faire parce que comme on avait une bonne partie de la grille qui était absorbée par le SMIC depuis l'accord de 2022 avec les revalos du mois de mai et du mois d'août 2023, donc tout ça, 22, pardon, tout ça avait amené à avoir deux coefficients sur les 3 qui étaient complètement absorbés. Mais quand on regarde le niveau 3, il est passé de mémoire 11,64 à 12,52, ça vous fait un 8,5%. Pendant la même période, mai 2022, mai 2023, le SMIC il a pris 6,175%. Et donc, on a aujourd'hui il y a eu effectivement cette revalorisation à 8,5 qui est quand même, l'ouverture à 8,5 qui est très significative. Et c'est un effort important pour les entreprises qui a permis, bien entendu, de maintenir un climat social satisfaisant. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grande tension dans le secteur d'activité, même s'il y a eu des moments difficiles. Mais donc, on est sur des enveloppes assez conséquentes. Il y a un élément à prendre en compte, peut-être c'est un peu anticipé, mais c'est juste pour attirer l'attention. La dernière revalorisation du SMIC, bon, avec l'augmentation, le niveau d'indice de prix, pour le moment, on n'est pas dans un risque majeur ou total de revalorisation d'ici la fin de l'année. Il y a eu une petite intervention du chef du département conjoncture de l'INSEE en septembre disant que pour lui, il n'y aurait pas de revalorisation du SMIC avant la fin de l'année, sauf incident majeur tel qu'évolution du cours du pétrole. Et c'est sûr que les événements internationaux qu'on connaît tous aujourd'hui auront peut-être à un moment ou à un autre un impact. Mais pour le moment, semble-t-il, l'indice de prix, le dernier indice de prix connu lorsqu'il y a eu la dernière revalorisation du SMIC, c'était en mai, le dernier indice, c'était celui de mars. Et quand on regarde le dernier indice aujourd'hui, c'est celui du mois d'août, parce que je crois qu'on n'a pas encore septembre où il va tomber. On est sur une évolution de l'ordre de 1,4. Et le SMIC, il bouge si l'indice des prix, il fait 2, sauf, bien entendu, les coups de pouce et l'étape du mois de janvier. Mais préparons-nous quand même, à mon avis, à compter de 2024, à avoir de nouveau une petite pression de la part de nos partenaires sociaux. Sur les sommes qui sont prévues et attribuées, il y a un effort particulier qui est fait sur les catégories 3, je crois particulièrement sur novembre. En quoi c'est un enjeu clé, leur revalorisation spécifique, et est-ce que vous comptez la conduire dans ce principe, si je puis dire, de la différence maintenue à l'euro, à 1 euro, ou est-ce que vous voulez pas vous tenir forcément à ce différentiel-là? Alors, ce qui est socialement souhaitable n'est pas toujours économiquement possible. Ça, encore. C'est un discours que les dirigeants d'entreprise, position que les dirigeants d'entreprise connaissent bien. Moi, j'ai un point de vue personnel, indépendamment de ma casquette de conseil d'un président, du président Thierry Schifano. On a une certaine chance que les organisations syndicales n'aient pas une exigence plus forte de positionnement du niveau 3 par rapport au niveau 1. Dans la mesure où le niveau 1, on fait tout pour qu'il soit au moins au niveau du SMIC, parce que c'est un élément qui permet effectivement une insertion dans la profession. En ayant un taux horaire pas trop élevé, ça permet de faire venir un certain nombre de collaborateurs, donc de salariés dans les entreprises. 1 euro de plus, bon, ça veut dire en termes de qualification que le niveau aujourd'hui, le niveau le plus qualifié en reconnaissance grille convention collective,
Je ne dis pas que ça se passe comme ça dans les entreprises, mais en grille qualification convention collective, ça veut dire qu'on considère que le niveau le plus élevé, il est 1 euro au-dessus du niveau le plus bas. Et on est effectivement à une ouverture, ce que je disais tout à l'heure, de 8,50%. Donc ça représente un écart. Mais je ne pense pas que nous soyons dans une logique de maintien systématique de cet écart de 1 euro. D'autre part, il faut bien voir que là, on est sur un écart en affichage convention collective. Dans les entreprises, vous avez des politiques salariales qui vont certainement dans des sens tout à fait différents. Et vous ne pouvez pas afficher un principe d'ouverture à X ou Y% par rapport au SMIC, parce que vous seriez limite dans une logique d'indexation, et c'est interdit. Donc, juridiquement, c'est pas prudent, et politiquement, je ne suis pas sûr que ce soit bon. Et ce que vous nous dites aussi, pour refermer un peu ce sujet-là, c'est que il faut s'attendre aussi à des hausses de l'inflation, donc à des revalorisations du SMIC. Donc les enveloppes qui sont tombées là ne valent pas... Enfin, à un moment, il faudra continuer, il faudra refirer, si je puis dire. On aura le même phénomène. Si je peux me permettre d'intervenir, quel constat on a fait avec les partenaires sociaux lors de la dernière négociation? C'est qu'effectivement, l'inflation est tellement galopante que le SMIC augmente tellement vite qu'à chaque fois qu'on met 1 euro sur l'auxiliaire, c'est 1 euro qu'on ne peut pas mettre sur le DEA. Et donc, on ne peut pas reconnaître la qualification du DEA. Et si effectivement, dans la stratégie qui est la nôtre, de faire de l'ambulancier un vrai professionnel de santé avec une vraie reconnaissance, avec des vraies capacités à intervenir en situation d'urgence, etc., on ne peut pas se permettre de le payer au SMIC. Et que à chaque fois qu'on met 1 centime d'euro sur l'auxiliaire ambulancier, c'est ce qu'on ne pourra pas mettre sur le DEA. Et je crois que les partenaires sociaux l'ont compris. Et effectivement, Philippe l'a bien dit, il faut que l'auxiliaire ambulancier soit la porte d'entrée dans la profession, c'est-à-dire sur un salaire assez bas, et que effectivement, dans la nomenclature des classifications qu'on a dans les entreprises, que le DEA soit le mieux reconnu et qu'on puisse vraiment le rémunérer à sa juste valeur. Mais encore faut-il avoir les possibilités et les capacités de le faire, et c'est tous les enjeux qu'on va avoir derrière avec les négociations qu'on peut avoir avec l'assurance maladie. Et je vais en profiter pour vous faire la transition sur le deuxième thème, qui est l'accord de méthode, puisque aujourd'hui, il faut qu'on sorte de « je vais chercher des sous quand j'en ai besoin » à « je construis quelque chose, je construis un vrai projet de vie pour nos ambulanciers ». Justement, cet accord de méthode, il est très intéressant, il est très important. Vous le proposez aujourd'hui. C'est un changement de tempo et c'est un changement presque de philosophie d'approche, puisqu'on n'est plus dans la négo au coup par coup, mais on est dans une négociation organisée, planifiée sur différents domaines, différents sujets. Quelle est pour vous l'ambition et la nécessité de changer d'approche de la sorte, Pierre-Yves ? Il faut partir du constat simple, et je crois que Thibaut Zaccherini l'a dit tout à l'heure, les budgets de l'assurance maladie ne sont pas extensibles, et que fatalement, on sait que les salaires sont amenés à évoluer tout au long de notre vie, les salaires sont amenés à évoluer. Mais est-ce que l'assurance maladie aura la capacité de faire évoluer les enveloppes au rythme que peuvent évoluer les salaires ? N'oublions pas quand même que la masse salariale dans nos entreprises pèse 70% de nos chiffres d'affaires. Donc c'est quand même le poste principal et c'est le poste qu'il faut le mieux maîtriser. Jusqu'à présent, quand on avait des demandes d'ouverture de NAO par les partenaires sociaux, on allait toquer à la porte de l'assurance maladie, on disait voilà, les salariés nous demandent tant, combien vous êtes capable de nous donner ? Et donc là, rentrait une discussion, ça prenait des mois et ça créait un mécontentement avec nos partenaires sociaux. On a changé le braquet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on propose aux partenaires sociaux, c'est un vrai contrat d'engagement sur un certain nombre d'années. Voilà, on vous propose de travailler sur un certain nombre de thématiques qui ne sont pas forcément du taux horaire, mais qui vont permettre soit d'améliorer la qualité de vie au travail, soit permettre à l'ambulancier de retrouver une rémunération différente, soit de prendre en considération la pénibilité qu'on peut avoir dans le métier, la formation. Il y a tout un tas de thèmes. Et c'est le contrat qu'on propose aux partenaires sociaux, donc de travailler, de prioriser un certain nombre de thématiques et de pouvoir avancer sur 3-5 ans. Et entre-temps, bien évidemment, ne pas oublier les NAO qui sont obligatoires conventionnellement, mais qui nous permettent d'avoir une vraie vision à 3 à 5 ans. C'est une ambition qui a besoin de moyens, donc de mandats aussi. Alors, c'est une ambition qui a besoin de mandats, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer, et Philippe l'a dit tout à l'heure, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va coûter de l'argent aux entreprises. Il faudra que l'assurance maladie soit en capacité aussi de pouvoir nous suivre. Mais
L'avantage, c'est qu'on ne lui demande pas en one shot, mais on va lui demander sur un contrat sur plusieurs années. Donc ça va être beaucoup plus facilitant dans la discussion qu'on va pouvoir avoir avec eux, la transparence dont on a avec eux, hein, parce que voilà, on a toujours travaillé en toute transparence avec l'assurance maladie, et notamment sur les conditions sociales de nos entreprises. Mais c'est un vrai contrat pour les ambulanciers, et surtout, ça peut vraiment, dans le cadre du choc d'attractivité qu'on essaye de mettre en place, de vraiment donner un objectif à un jeune de pouvoir rentrer dans la profession en se disant, voilà, ok, j'ai des perspectives d'avenir. Alors, Vincent, un mot sur cet accord de méthode proposé, parce que je sais que vous l'avez beaucoup porté aussi. Quel intérêt fort vous y voyez-vous? Et puis, comment ça va se mettre en place concrètement? Parce que c'est un gros truc tout de même à construire, de travailler sur plusieurs années, sur plusieurs thèmes différents avec les différents partenaires sociaux. Alors, bonjour à tous. Comme le disait Pierre-Yves, c'est un gros sujet en effet. La première stratégie, c'était de dire que dans la négociation collective de la branche, il n'y a pas que les salaires. Il y a autre chose aussi. Peut-être que Pierre-Yves rentrera dans le détail des thèmes, mais il y a toute une liste. Et on pense aujourd'hui que ces thèmes-là permettent d'avoir une attractivité plus importante pour les métiers dans les entreprises. Alors, il y a différents thèmes qu'on va détailler. On va parler d'indemnité, on va parler d'intéressement, on va parler de qualité de vie au travail. Concrètement, c'est quoi la méthode de la méthode? C'est-à-dire quelle va être l'organisation? Il va y avoir des agendas, des commissions sur chaque thème. L'ensemble des partenaires sociaux vont être convoqués à travailler sur ces thèmes-là. Comment vous comptez organiser un peu la chose sur ces différents sujets qui vont être mis sur le tapis, si je puis dire? Ouais, bon alors, d'emblée, je pense qu'on va parler à deux voix avec Philippe, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le sujet. Déjà, dans un premier temps, l'accord aujourd'hui, il est soumis à signature. C'est-à-dire qu'on a été transparent, si j'ose dire, avec les partenaires sociaux. On leur a proposé un accord de méthode. Il est sur la table et il est en discussion. Donc il y a cette première étape-là de négociation de l'accord de méthode. Il faut faire adhérer les organisations syndicales à cette démarche, ce qui n'est peut-être pas gagné, entre guillemets. Une fois que l'accord de méthode est signé, l'idée, c'est de mettre en place une commission de suivi de l'accord qui permette avec ceux qui ont adhéré à ce projet, de travailler, préparer les thèmes, et une fois que les thèmes auront été préparés au sein de la commission de suivi, ils reviennent en commission paritaire de négociation pour être, le cas échéant, entériné par un accord sur le sujet en question. Je ne sais pas si vous voulez rajouter... Pour le dire autrement, les syndicats qui ne sont pas partie prenante de la démarche reviennent à tout de même voter ce qui sort des commissions. Pour le moment, les organisations syndicales disposent du projet. Le débat, il n'a pas été engagé. Il n'a pas été engagé parce que, bon, on a eu d'autres priorités. Il y a eu la période de vacances d'été. Donc pour le moment, il y a un texte, en effet, comme le dit Vincent, qui est sur la table, mais il n'y a eu aucune réaction. Sauf sur un thème. Bon, il y a un thème qui a déjà été pris en considération parce qu'il est dans l'accord de méthode, mais on l'aborde par ailleurs, c'est le thème du protocole relatif aux frais de déplacement, on y reviendra certainement. Mais effectivement, il va y avoir une commission de suivi, si l'accord tel qu'il est proposé est mis sur la table et est signé par un certain nombre d'organisations syndicales, ces organisations syndicales participeront à la commission de suivi. Les organisations syndicales qui ne signeront pas l'accord ne participeront pas à la commission de suivi. Et c'est la commission de suivi qui va définir les thèmes et qui va définir le calendrier. Pour les thèmes, il y a deux ordres de dispositions. Il y a des dispositions qui sont très générales. L'amélioration de la qualité de vie au travail, la formation professionnelle et l'insertion professionnelle, la prévention des risques professionnels. On peut mettre beaucoup de choses dans tous ces dispositifs et qui ne représentent pas en tant que tels des coûts faciles à identifier. On ne sait pas combien ça peut coûter. À l'inverse, il y a d'autres dispositions. Il y a le protocole frais de déplacement, il y a les modifications des règles d'indemnisation du travail de nuit, des dimanches et des jours fériés, il y a la préoccupation sur la durée du préavis. Mais pour moi, il y a deux natures différentes et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, ou en tout cas qu'on est dans la discussion qu'on aura avec les organisations syndicales, il est important de bien distinguer les deux parce que le rythme de travail et les perspectives ne sont pas les mêmes. Discuter sur la durée du préavis, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça prend 2 réunions, ça prend 3 réunions. L'amélioration des conditions de vie au travail et la formation professionnelle, à mon avis, ce sont des débats beaucoup plus longs
et avec des éléments de philosophie ou de politique salariale qui sont tout de même nature. Oui, donc on voit une organisation qui se fera en plusieurs temps à travers des commissions avec les parties prenantes et puis un vote un peu plus global sur l'ensemble des partenaires sociaux. Je reviendrai avec vous, Gilles, d'un mot tout de même sur l'enjeu de cette approche-là, de cet accord de méthode. Quand on est patron, qu'est-ce que ça va, en quoi ça va aider à faire face à ce choc d'attractivité qui est tout de même la nécessité, l'urgence de base à laquelle on est confronté? Bonjour à tous et à toutes. Moi, je crois qu'il y a un vrai sujet qui est un sujet qui anime le gouvernement, les branches professionnelles, les entreprises depuis déjà de longues années. Et finalement, il se repose à nous avec énormément de force. C'est celui de la primauté de la branche sur l'entreprise, du code du travail sur la branche. On sait qu'il y a eu une inversion des normes, qu'aujourd'hui la hiérarchie, elle prime plutôt en faveur de l'entreprise, qui a une capacité à faire par voie d'accord, et y compris à déroger dans des termes qu'on qualifiera, pour faire simple, de moins favorables par rapport à la branche. Les domaines préservés par la loi et réservés à la branche sont limitativement énumérés. Et donc ça pose une question, parce que sur ces sujets de marque employeur, d'attractivité, est-ce que ce sont les entreprises qui sont pertinentes pour fixer le pacte social, ou est-ce que c'est la branche qui finalement doit édifier un pacte social qui va s'appliquer dans les mêmes termes ou sensiblement dans les mêmes termes partout? Et c'est, de mon point de vue en tout cas, extrêmement engageant, parce que on se pose aujourd'hui des questions de concurrence d'entreprises, avec des entreprises qui ont la capacité à négocier, même si la capacité à faire, elle a été extrêmement étendue et que finalement aujourd'hui on peut négocier dans quasiment toutes les entreprises. Mais est-ce qu'on va avoir des interlocuteurs qui vont vouloir le faire? Est-ce qu'on va être en capacité de le faire parce que notre concurrent à côté de nous, il va faire différemment? Et si on est un petit peu moins 10 ans ou autrement 10 ans, parce que moins 10 ans, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Si on aborde les sujets de manière large, on peut très bien être un peu moins 10 ans sur un point, mais compensé par un autre. Mais de fait, il y a cette question de savoir si finalement l'entreprise va savoir bien faire d'abord. Donc ça, c'est quand même un sujet et je ne préjuge pas de la réponse. Mais en matière de concurrence, on voit aujourd'hui, sur les salaires en particulier et sur les taux horaires, des taux, on les lit sur les réseaux sociaux, on les entend dans les entreprises. Il y a des entreprises qui, pour avoir du personnel, affichent des taux horaires qui sont significativement élevés. Quel retour en arrière il y aura? Comment vont se comporter les salariés des autres entreprises? Est-ce qu'on va avoir une ruée? Est-ce que les autres vont réussir à contenir la fuite en avant, la ruée vers les salaires plus attractifs, ce qui, somme toute, est plutôt normal, j'ai envie de dire. Pardon. Donc on a un vrai sujet. Ensuite, mais je ne redirai pas ce qui a été dit, moi j'ai plutôt tendance, vous avez compris, et pourtant je ne plaidais pas nécessairement pour ça avant, et j'accompagne pas mal d'entreprises sur ces différents sujets. Je ne suis pas convaincu que c'est du ressort de l'entreprise. Et je pense en tout cas que la branche, si elle en a la capacité, avec toutes les réserves que j'ai émises, a un intérêt bien compris à déterminer, ce que je reprends l'expression, ce socle social pour les entreprises du secteur. Et cet accord du méthode, encore une fois de mon point de vue, il s'inscrit complètement dans cet esprit-là. Est-ce qu'on saura faire? Est-ce qu'on aura les moyens de faire? Est-ce qu'on aura des partenaires qui seront disposés à y aller? Quelle hiérarchie on fera? Quelle priorité on déterminera? Ça, c'est encore un autre débat. Mais on a quand même... Alors, on n'a pas réussi à conclure l'accord, pour compléter un peu le propos, parce que c'est... il faut savoir qu'on avait proposé cet accord dans les circonstances dans lesquelles, que rappelait Pierre-Yves, qui voulait qu'on n'avait pas à ce moment-là obtenu quoi que ce soit de la sécurité sociale, de la Caisse nationale d'assurance maladie, pardon. Et dans ces circonstances, on avait proposé un accord de méthode avec mettre le niveau 1 au niveau du SMIC, et on se reverra pour les autres niveaux quand on aura obtenu quelque chose. Je le dis rapidement, c'était un petit peu plus subtil que ça dans l'expression. Mais au moins on se comprend tous facilement. Et on proposait cet accord de méthode avec cet esprit feuille de route. Ils n'en ont pas voulu, nos partenaires sociaux, parce qu'ils étaient très attachés à la priorité qu'ils voulaient, vers laquelle ils voulaient aller concernant les taux horaires. Et finalement, en juin, quand on conclut l'avenant 7 à l'accord de 2000, sur les salaires de 2004, pardon, on donne la priorité aux taux horaires. Reste maintenant à remettre l'accord de méthode sur la table, dans les termes dans lesquels l'a souligné Vincent.
Et puis, on a deux sujets, et là aussi ça a été évoqué par Philippe Choutet, qui ont émergé et qui sont dans le préambule de l'accord de juin 2023 sur les taux horaires, le dernier, que sont les taux horaires et l'enregistrement et le contrôle des temps de travail, qui sont deux thématiques extrêmement importantes. Oui, les frais de déplacement, pardon. Extrêmement importantes. Alors, on va en parler justement, mais on voit bien qu'à travers cet accord de méthode, c'est sortir d'une simple doctrine du taux horaire pour aller vers une approche beaucoup plus large tout de même, qui permet de donner des leviers pour faire face à l'attractivité, en améliorant les conditions de travail, en améliorant aussi les conditions salariales sous différents registres et différents leviers pour les salariés présents, avec différents aspects, différents sujets qui sont sur la table. Je voudrais qu'on les aborde rapidement ensemble avant de prendre les questions de la salle. Le premier, bien évidemment, vous l'avez dit, c'est celui des indemnités, des frais de déplacement. On remet sur la table ce dispositif qui a, je crois, un certain temps. Vincent, quelle est l'urgence et quel est l'enjeu de revisiter le mécanisme de frais de déplacement tel qu'il existe aujourd'hui ? Alors, ce qui est drôle, pour faire un petit peu d'humour, c'est que tout ça repose sur un protocole qui a été écrit en 1974. Moi, j'étais pas là à l'époque, vous vous en doutez peut-être. Vous non plus, Philippe. Okay. Et ce qui est drôle, c'est que depuis 1974, il s'en est passé des choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions, et très récemment, on a eu des décisions de justice où les juges ont pris la main en quelque sorte sur ce protocole et ont donné ont pris des positions fermes, des positions d'interprétation qui quand même posent un certain nombre de questions. Et au final, le vrai débat qu'il faut avoir, et pour le coup, je pense que les deux fédérations sont parfaitement d'accord, c'est que ça reste notre accord à nous. Et on a la main, on peut faire quelque chose. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui autour de l'indemnisation ? Alors, Philippe. Docteur Philippe Choutet dit rien ne va. Alors, bon, pour dire les choses simplement et rapidement, il y a deux sujets majeurs aujourd'hui. Il y a la définition des conditions habituelles de travail. Dans quel cas je donne une indemnité repas et une indemnité majorée quand je sors de ces conditions-là. Les juges ont pris un certain nombre de positions. Et il y a la question de la définition du lieu de travail. Où est-ce que c'est Enfin, voilà, le lieu de travail est un autre vrai sujet sur lequel on doit se pencher. Pierre-Yves, en quoi ça met parfois en défaut des employeurs ces ambiguïtés-là sur les conditions, sur le lieu de travail ? Comment vous pouvez vous retrouver un peu en porte-à-faux vis-à-vis de l'inspection du travail ou l'URSSAF, par exemple ? Alors, la problématique, c'est aujourd'hui, l'URSSAF considère que dans le protocole de 74, l'ambulancier doit avoir 1 heure de pause repas. Et que s'il n'a pas 7 heures de pause repas, on lui doit une indemnité. Après, cette indemnité, est-ce qu'il est en déplacement ? Est-ce qu'il est au lieu de l'entreprise ? Voilà. Donc on va déterminer l'indemnité qu'on lui verse. Et beaucoup de contrôles d'URSSAF considèrent que l'entreprise indemnise du temps que le salarié n'a pas eu par le biais d'une indemnité de repas. Donc logiquement, cette indemnité devrait être mise en haut du bulletin de salaire pour être chargée. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est côté ambulancier. Pourquoi j'ai telle indemnité et pourquoi je n'ai pas telle indemnité ? Moi, je suis en déplacement. OK. Quel est le déplacement ? J'ai une indemnité, alors je vais rentrer un peu technique, j'ai une indemnité de repas unique qui m'est versée. Mais je ne suis pas dans mes conditions habituelles de travail. OK. Quelles sont vos conditions habituelles de travail ? Et c'est toutes les questions qu'on doit se poser et c'est toutes les problématiques qu'on a avec le protocole de 74 qui, effectivement, nous pose un cadre qui date de 74. Les choses ont fortement évolué depuis, mais c'est comment je fais pour adapter ce protocole aux dispositions réelles qu'on a dans nos entreprises, le fonctionnement réel dans nos entreprises. Donc il faut essayer de trouver quelque chose de simple, de compréhensible, de simple, qui protège les salariés, qui protège les entreprises, qui nous évite de nous exposer au contrôle d'URSSAF, et qui soit accepté de tous. Pourquoi je dis accepté de tous ? Parce que dans la négociation qui va s'ouvrir avec les partenaires sociaux, la première chose qu'on nous a dit, c'est OK pour travailler sur les frais de déplacement. Par contre, on n'ira pas négocier sur les montants des indemnités qui nous sont versées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la discussion et la négociation se fait
dans le transport de personnes, c'est-à-dire qu'on partage les mêmes dispositions qu'avec les transports de voyageurs, et quand il y a une négociation sur les frais de déplacement, la négociation est commune avec les transports de voyageurs. Nous, ambulanciers, c'est un poste très cher, l'indemnité repas, donc on va essayer de limiter au maximum, d'attribuer des revalorisations sur ces thèmes-là. Que les transports de voyageurs, c'est juste une variable d'ajustement, donc ils peuvent être beaucoup plus généreux que nous dans l'attribution de ces indemnités de repas. Donc ils sont attachés, les partenaires sociaux, à ce que la discussion continue à se faire ensemble. Donc c'est comment on peut trouver un système simple, de mise en place simple d'attribution de ces frais de déplacement, tout en restant dans la contrainte des montants qui nous sont versés en même temps que les transports de voyageurs. Et donc comment, pour le dire, quel modèle simple? Je peux pas traduire, je peux pas dévoiler le secret de la négociation. Il va y avoir des propositions qui vont être mises sur la table, mais c'est comment je peux faire d'un système complexe quelque chose de simple. Donc, 1, je dois déterminer quelles sont les conditions habituelles de travail. 2, je dois déterminer les périodes d'affectation. Quel est le lieu de travail? Quel est le lieu de prise de repas? Voilà, avant de pouvoir s'engager dans une discussion, il faut déjà poser les problèmes sur la table. Une fois qu'on aura posé les problèmes, on sera en capacité de trouver quelque chose. Mais il faudra s'orienter vers quelque chose de simple. Oui, Philippe. Je disais tout à l'heure que le protocole, il est totalement incohérent. Alors on est responsable, puisque ça fait des dizaines d'années qu'on est à la table de négociation sur ce protocole. Il faut faire attention, et à mon avis, pour l'instant, il me paraît important de préserver la distinction qu'on peut faire en transport sanitaire comme en voyageur, entre ce qu'on appelle le repas et le repas unique. Parce que si vous regardez, le côté aberrant, c'est que pour une même situation d'activité, c'est-à-dire l'impossibilité pour un individu de prendre son repas sur le lieu de travail, à condition de le définir, et l'impossibilité, bien entendu, de pouvoir prendre son repas au domicile, sur des horaires un tout petit peu différents, hein, ça joue à une demi-heure près entre le transport de marchandises et le transport de personnes, vous avez d'un côté 14 et quelques euros, c'est le repas, et de l'autre, on vous dit, ça justifie le versement du repas unique qui est à 7 euros et quelques, c'est-à-dire que il y a une hypothèse en marchandises où on vous verse un repas unique. C'est ce qu'on appelle la zone de camionnage autour de Paris. Personne ne connaît la zone de camionnage autour de Paris. Tenez-vous bien, arrêté de 1954. Vous vous rendez compte? Le protocole, il a 50 ans et on travaille dans la zone de camionnage sur un arrêté de 1954 qui est un truc purement fiscal. Donc, il me paraît important de garder cette distinction entre le repas unique et le repas. J'entends ce que dit Pierre-Yves. Et on va voir comment on aborde la question avec les organisations syndicales. Et pour moi, la meilleure façon d'aborder la question, c'est de leur mettre le nez, comme on se le met nous-mêmes, dans les incohérences. Il est incohérent, il est mal écrit, il ne prend pas en compte un certain nombre de dispositions. Donc, messieurs, mesdames, il faut le remettre à plat. Et ensuite, effectivement, on a l'avantage de pouvoir dire jusqu'à maintenant, c'était le repas unique. Parce que ça veut dire quoi, le repas unique? Ça veut dire qu'un conducteur marchandise, il mange plus qu'un conducteur voyageur. Ça veut dire qu'on lui donne un peu plus de temps pour manger pour un peu plus cher. Donc, il faut faire attention, il faut garder ce repas unique. Oui. Pour compléter le propos et sans le complexifier davantage, Vincent a fait état des jurisprudences qui sont parues récemment. Il est très clair qu'avant ces jurisprudences, il y en a qui vont dans un sens, il y en a qui vont dans l'autre. Et avant les dernières jurisprudences, on avait un intérêt très très bien compris à aller dans le sens de la discussion qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire au niveau de la branche, aujourd'hui, le lieu de travail n'est pas défini, les conditions habituelles ne sont pas définies, ça veut dire quoi? Et comme je le disais tout à l'heure, au moins on a une définition commune à l'ensemble des entreprises. Et voilà. La jurisprudence, elle a finalement redonné la main, au moins pour les conditions de travail, le cas échéant à l'entreprise. Ça veut dire qu'elle peut déterminer quelles sont les conditions habituelles qui vont donner lieu au versement de l'indemnité de repas unique et les conditions qui, le cas échéant, ne sont pas habituelles et vont donner lieu au versement de l'indemnité de repas. Peut-être que la situation est particulière à l'entreprise. Je n'ai pas d'a priori sur le sujet, mais sans doute qu'à certains moments, la situation est particulière à l'entreprise. Donc, point de réflexion, même si on a tellement bataillé pour que les organisations syndicales acceptent le principe de discuter, que finalement, si on devait leur dire maintenant, attends, je ne discute plus, ils vont se dire, bon, ça ne va pas favoriser notre dialogue social. Mais le deuxième point qui m'interroge personnellement, c'est l'hétérogénéité, des situations dans les entreprises. C'est le résultat de ce qui a été dit par Vincent et par Philippe. C'est tellement incompréhensible.
on peut le lire Chacun fait tellement un peu dans sa tous les sens cuisine. que chacun a fait sa sauce. C'est l'histoire de l'entreprise. Ça a été dit. Pourquoi j'ai pas d'indemnité à tel moment et pourquoi j'ai celle-là. L'entreprise, à certains moments, et il faut se le dire aussi, c'était des frais, donc c'était pas chargé, donc a peut-être mis un peu plus là-dessus qu'ailleurs. A souhaité répondre à des soucis sociaux en se disant mais c'est vrai que finalement tout ça c'est pas clair, c'est pas cohérent et donc moi je veux une certaine forme de cohérence dans mon entreprise. Ce qui fait qu'on a des situations extrêmement diverses, ce qui justifie d'y aller pour peut-être essayer de les éclairer, mais qui va faire et qui va conduire à ce que d'une entreprise à l'autre, la solution en tout état de cause va conduire à une montée au coquetier pour certains. Et les autres ne pourront pas descendre. Hein, on connaît la musique. Donc c'est un renchérissement quasi... Ouais, c'est un renchérissement. Donc, nécessité de clarifier les choses, aussi bien vis-à-vis des instances comme l'URSSAF et les inspecteurs du travail, et aussi vis-à-vis de la gestion des équipes et au sein des entreprises. Je voudrais qu'on aborde 2 autres sujets avant de prendre les questions de la salle, qui sont 2 autres dossiers clés sur lesquels vous allez travailler. Le premier, c'est les contraintes et l'indemnisation du travail, en particulier le travail de nuit. Pierre-Yves, en quoi c'est aujourd'hui un enjeu et sur quels aspects vous pouvez travailler là-dessus pour faire évoluer une indemnisation qui est assez complexe aujourd'hui? C'est pas travailler sur une... La problématique, c'est qu'on a du mal à attirer les jeunes. Il faut se le dire, hein, et on l'a souvent répété, faire venir travailler quelqu'un au SMIC pour travailler la nuit, les dimanches, les jours fériés, c'est toujours compliqué. Voilà, donc c'est comment on va pouvoir essayer de tenir compte de la pénibilité qu'engendre le travail de nuit, le travail de week-end, etc. Donc c'est comment on va pouvoir rémunérer tout ça, sans forcément donner du taux horaire. On est toujours dans cette problématique du taux horaire. Donc il peut y avoir plein de solutions. Une des thématiques qui a été mise sur la table au niveau de l'accord de méthode, c'est la proposition d'accords type d'intéressement, qui peuvent être une solution, qui peuvent permettre de rétribuer en mettant des critères bien spécifiques dans les entreprises, de pouvoir mieux rémunérer les périodes de nuit, par exemple. Ça peut être l'augmentation du repos compensateur qui est donné en période de nuit, qui peut, voilà, il y a plein de thématiques. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas suffisant pour rémunérer la pénibilité qu'engendre le travail de nuit. Et que si on veut garder nos travailleurs de nuit et si on veut monter en compétences aux demandes du SAMU Centre 15 de la nuit, on ne va pas avoir d'autre solution que de revaloriser d'une certaine façon nos salariés la nuit. Donc à nous de réfléchir, à nous d'être force de proposition avec les partenaires sociaux, avec nos commissions sociales, de pouvoir réfléchir à des solutions. Nous, on travaille déjà sur des thématiques qui pourraient être de travailler sur les temps de pause, par exemple. Voilà. Mais c'est des choses qui sont pour l'instant à la période d'études, de travail. Ce n'est pas encore concret, il faut encore faire mûrir les projets, mais il faut en tenir conscience, il faut l'avoir à l'esprit. Gilles, sur ce sujet. 2 choses peut-être. Sur les compensations au travail de nuit, on s'est livré à une petite analyse des dispositions conventionnelles dans d'autres secteurs d'activité. Et c'était assez intéressant parce que ce dont on se rend compte, c'est que finalement, là où nous, on a privilégié la compensation qui est dirigée vers le travailleur de nuit, c'est-à-dire celui qui répond à un certain nombre de conditions et particulièrement d'avoir accompli un certain nombre d'heures au cours de la nuit dans une période déterminée, admettons l'année, puisque c'est le cas chez nous, eh bien, beaucoup des autres conventions collectives réfléchissent, la convention ne réfléchit pas tellement, mais les partenaires sociaux ont réfléchi différemment en disant, certes, ça mérite une certaine forme de compensation quand on ne travaille que ou presque que de nuit, mais néanmoins, est-ce que véritablement la contrainte, elle est la plus importante pour cette personne-là ou en définitive, elle est plus importante pour la personne qui travaille occasionnellement de nuit ? Ce qui exige une articulation avec sa vie personnelle différente, il n'y est pas nécessairement préparé, son conjoint, sa famille et que sais-je encore. Et on voit beaucoup dans les conventions collectives, finalement, une contrepartie plus importante pour les gens qui occasionnellement vont travailler de nuit, ce qui, le cas échéant, je ne dis pas qu'il faut aller vers ça, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais dans la réflexion, c'est peut-être un élément de réponse à j'ai une personne qui est absente de nuit, comment je fais pour venir quelqu'un? C'est la croix et la bannière, on le sait très bien, on ne trouve jamais personne, ou en tout cas c'est difficile. Donc première chose, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas trouver une compensation au travail de nuit, parce que de toute façon la directive européenne nous l'impose. En repos, sous une autre forme, ce n'est pas le débat à ce stade. La deuxième chose, et je rejoins complètement Pierre-Yves, c'est que
la compensation au travail de nuit dans notre convention collective, elle est illisible. Alors je le dis d'autant plus facilement que j'y ai participé. Hein, mais elle est illisible dans le sens où on dit qu'on va acquérir l'équivalent de 15 ou 10% de repos pour la période correspondant à la période nocturne, blablabla, et que le cas échéant peut transformer dans la limite de 95% ce repos en compensation pécuniaire. Waouh! Dans d'autres métiers, c'est majoré de X% ou une indemnité correspondant à X% par heure. Au moins, tu fais un calcul. Pardon, vous faites un calcul bête et méchant, on sait de quoi on parle. Je ne dis pas que ça va changer et modifier radicalement et transformer l'attractivité de notre métier, mais ne serait-ce même qu'en s'attachant à la lisibilité de nos dispositions conventionnelles, peut-être que ça sera plus facile et on ferait notre travail vis-à-vis des entreprises, parce que combien de fois on a des gens qui se mettent dans l'ornière parce qu'ils n'appliquent pas. Je reviendrai après sur l'intéressement parce que je pense qu'on a un vrai sujet, mais je laisse intervenir. Oui, un mot. Oui, juste un mot. Il y a deux éléments. Les dispositions légales, parce qu'il faut se les rappeler de temps en temps, font la distinction entre le travail de nuit et le travailleur. Gilles a parlé des travailleurs de nuit, mais il y a des dispositions, des exigences plus fortes en matière de protection à partir du moment où vous êtes qualifié travailleur, et vous êtes qualifié travailleur à partir d'un certain nombre d'heures. Ça n'empêche que si vous n'êtes pas travailleur, il y a quand même du travail de nuit avec des horaires bien précis. Et il y a un deuxième élément qui est beaucoup plus préoccupant, parce que Gilles a fait référence à d'autres négociations qu'on a eues dans le champ de la convention collective, c'est que les textes disent qu'il convient de compenser le travail de nuit par du repos compensateur et, le cas échéant, par de la rémunération. Alors que quand vous êtes à la table, ce qui intéresse les organisations syndicales, c'est l'argent. Bon, le repos un peu, mais c'est surtout le côté pécuniaire, ce n'est pas le côté repos. Dernier point que je voudrais qu'on aborde avant de prendre des questions de la salle, c'est cette question de l'intéressement. Peut-être Vincent, rappeler quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui en matière d'épargne salariale dans le secteur et qui aujourd'hui on sort le plus lésé d'une certaine manière. Alors sur l'épargne salariale, ce qu'il faut préciser d'emblée, je pense, c'est que tout de suite, on rentre sur un sujet d'une grande complexité parce qu'on est sur plusieurs thèmes. Il y a à la fois le côté juridique. Ensuite, vu qu'on est sur des aspects quand même d'épargne salariale, on parle de finances, donc il y a des calculs, des formules, et c'est tout de suite très compliqué. Donc l'entreprise de 20 salariés avec le gérant qui fait tout, qui parfois roule quand il n'y a pas suffisamment de monde, etc., il n'a pas le temps de se pencher sur la question de l'épargne salariale. Alors que, pour autant, pas mal de réformes du gouvernement poussent très fort pour aller dans ce sens-là. Et c'est un moteur d'attractivité fortement mis en avant aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est le double effet qui se coule, entre guillemets. À la fois, on a des incitations du gouvernement à aller dans ce sens-là. Il y a eu la signature d'un accord national interpro qui va être prochainement retranscrit dans une loi qui va encore faire bouger les lignes pour faciliter les choses. Et l'intérêt qu'on a, et c'est plus particulièrement le cas avec l'intéressement, c'est que c'est une rétribution d'une partie du chiffre d'affaires aux salariés, avec des exonérations fiscales et sociales. Donc c'est un élément d'attractivité important pour l'entreprise. Notre logique, et je pense que Pierre voudra peut-être dire un mot, mais notre logique, c'était de faciliter la vie aux entreprises qui voudraient se saisir de ce sujet en proposant un accord type, quelque chose de clé en main, où l'entreprise pourrait faire une sorte d'application directe du dispositif sans se compliquer la vie, quoi. Ça pourrait fonctionner comment, Pierre-Yves? Parce que d'ailleurs, certaines entreprises, dont la vôtre, ont déjà des accords d'intéressement. C'est un intéressement sur le résultat avec des critères tout de même associés à des données de qualité de service qui jouent. Oui, c'est pour ça que la proposition des partenaires sociaux, c'est de mettre sur la table un accord type. C'est-à-dire qu'un accord qui soit transposable dans les entreprises. Et Gilles le disait tout à l'heure, c'est quand même important que l'entreprise puisse avoir le destin des choix qu'elle fait. Donc, on pourrait proposer un certain nombre de critères, mais dans tous les cas, c'est le partage de la valeur de l'entreprise avec les salariés. Donc, c'est un investissement fort de l'employeur et c'est une reconnaissance forte du salarié, à la condition qu'il respecte un certain nombre de critères qui sont définis. Donc bien évidemment, ça se fait. Alors on peut mettre des critères. Chez moi, par exemple, j'ai des critères de chiffre d'affaires, j'ai des critères de présentéisme. On va parler d'absentéisme. On a un certain nombre de critères qui font que ça permet de redistribuer aux salariés, au prorata des temps de présence, au prorata de ce qu'ils ont fait, etc. C'est incitatif. C'est incitatif. Et on ne donne pas du taux horaire. On donne la faculté, si l'entreprise fait du résultat,
de rétribuer une partie des efforts que le personnel a fait. Et là, on est sur une vraie reconnaissance. C'est un levier, Gilles, d'attractivité très fort à mettre en avant pour et fidéliser et attirer au sein d'une entreprise et personnel cet enjeu de l'intéressement. Alors, juste peut-être un petit élément de contextualisation par rapport à ce que disait Vincent. En tout état de cause, en 2025, à travers l'ANI et bientôt la loi qui va passer au Sénat puis en commission mixte paritaire, c'est dans les tout prochains jours, hein. Il va y avoir une obligation dans les entreprises de moins de 50 que de mettre en œuvre des dispositifs de partage de la valeur. Donc de fait, la question, elle se pose dans des termes un tout petit peu différents, c'est-à-dire comment. L'intéressement fait partie des pistes, mais il y a aussi la prime anciennement Macron, dite PPV. Il y a la participation, avec y compris la capacité des branches et des entreprises à adapter la définition et la formule, merci beaucoup, y compris à la baisse par rapport à celle qui existe dans les entreprises de 50. Donc, mais en tout état de cause, on ne fera pas l'économie de ces discussions. Maintenant, est-ce que l'intéressement, c'est l'alpha et l'oméga de l'implication et de l'engagement des collaborateurs et l'amélioration de la performance de l'entreprise? Je suis partagé. Alors, je suis beaucoup partagé aujourd'hui, hein, je suis désolé, je suis pas très... mais ce qu'on peut voir, c'est que certes, ça présente un intérêt majeur, c'est-à-dire qu'on est dans le même bateau, on rame tous dans le même sens, on en tire les profits tous ensemble. Et si jamais le bateau il coule un peu ou il a une voie d'eau, ben on écope et on rame un peu plus fort pour toucher la terre ferme et on en trouve les fruits. Mais il peut très bien se trouver que le bateau il coule, donc c'est déceptif. Et c'est déceptif, y compris pour ceux qui ont ramé un peu plus fort que les autres et qui se disent « mais attends, quand je me retourne, il y avait 10 barreurs et un rameur, il y a un problème dans l'histoire ». Donc ça c'est un sujet. Et puis, et ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que ce qu'on observe, c'est que finalement, nos collaborateurs, ils veulent être rétribués de leur performance individuelle. Et ce qui marche quand même pas mal, c'est cette rétribution-là. La difficulté, c'est que, y compris si demain, dans les entreprises dans lesquelles on fait de la rétribution de la performance individuelle, qui est de la prime, hein, qui est donc chargée, etc., donc ça coûte plus cher, et on va quand même devoir faire de l'intéressement au sens élargi du terme. Donc c'est là, je reprends l'expression, c'est le double effet qui se coule. Et là, je reprends l'expression de Philippe, l'économique tient le social en l'état, etc., etc. Voilà, on ne saura pas tout faire. Je voudrais qu'on allume les lumières et qu'on prenne quelques questions de la salle sur les différents sujets, à la fois sur l'esprit et la manière de cet accord de méthode. Et puis, alors je vais venir à vous. Hop, je vois une main qui se lève au fond. Alors, il faut garder la main levée parce que sinon, voilà, pour que je vous géolocalise, comme on dit en ces temps. Oui, bonjour tout le monde. Pierre Falvier, ambulancier sur le département de l'Ain. Si je ne fais pas d'erreur, et la question va aller aussi pour Gilles, dans le Ségur de la santé, me semble-t-il, on parlait d'une désociabilisation et défiscalisation des heures qui étaient afférentes au travail de nuit, au travail de week-end. Et ça, c'est un petit peu passé sous silence. Et moi, je trouve que c'est dommage. Et je voudrais savoir un petit peu où ça en est à l'heure actuelle. Parce que c'était dans le Ségur de la santé et on n'en parle plus du tout. Voilà. Alors, Pierre-Yves me souffle que ça a été exclu, mais on n'est pas à proprement parler dans le Ségur, hein, comme tu le sais, Pierre-Yves, on avait un petit strapontin. En tout cas, c'est une réflexion qu'on a portée à un certain moment et qu'on n'a pas abandonnée totalement au niveau de la fédération. Il faut qu'on se concerte avec nos partenaires sur ces sujets. Pierre-Yves a dit tout à l'heure qu'on n'allait pas nécessairement déflorer encore à ce stade les pistes sur lesquelles on va. Ça peut en faire partie, hein. J'exprime encore une fois un avis personnel. Je ne sais pas si le gouvernement sera ouvert à ce type de dispositif au motif que si on le fait pour les ambulanciers, pourquoi on ne le ferait pas pour les autres? Et ils sont extrêmement vigilants sur ces sujets et les risques de perméabilité vers d'autres questions. Mais oui, il est clair que tout ce qui n'est pas chargé peut être intéressant pour les entreprises, c'est sûr. Bonjour à tous, Maurice Wolf. Depuis 2022, on paye de la prévoyance. Et quand on interroge nos entreprises, on voit bien que, quand je dis nos entreprises, c'est les salariés qui sont dans l'entreprise. Il y a des enjeux d'organisation qui remontent. Il y a des enjeux de bien-être qui remontent. On a des réponses qui existent, mais elles ne sont pas si faciles que ça à mettre en œuvre. D'abord parce que c'est un sujet qui est nouveau pour nous, et puis parce que les mécanismes en œuvre, ils ne sont pas forcément tous adaptés au transport sanitaire. Je voudrais avoir vos réactions par rapport à ça. Comment je fais pour apporter
ce bien-être, cette meilleure organisation, et donc pas du salaire, que nos collaborateurs nous demandent aussi. Bon, le dispositif de prévoyance, il a été souhaité par la profession. En tout cas, pour ce qui me concerne, bien entendu, j'ai été avec d'autres porteurs du dispositif. Et c'est un dispositif essentiel dans la mesure où ça permet de positionner le transport sanitaire au même niveau que l'ensemble des autres secteurs de la convention collective. Et c'est en grande partie avec cet objectif-là que le dossier a été défendu. Bon, c'est un dispositif qui est basique, enfin, qui apporte un certain nombre de réponses en matière de garantie d'essai, invalidité, incapacité de travail. La spécificité de ce dispositif prévoyance dans le transport sanitaire, comme dans les autres secteurs du transport de la convention collective, la spécificité, c'est ce qu'on appelle le programme Transportez-vous bien. Et vous avez un stand CARCEP Prévoyance, et je crois que je l'ai déjà dit, et je le dirai à chaque fois que j'aurai l'occasion de le faire, il me paraît essentiel que les dirigeants d'entreprise que vous êtes, les dirigeantes, ayez une bonne connaissance de ce dispositif Transportez-vous bien, parce que c'est un dispositif qui joue énormément sur la prévention. Et du fait que vous êtes en comportement préventif en matière de risque, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages qui se traduisent par des points, qui se traduisent par des actions. Donc la bonne connaissance, le suivi de ce fonctionnement du dispositif Transportez-vous bien, à mon avis, est essentiel. Et il y a des conseillers de CARCEP Prévoyance qui sont bien entendu tout à fait compétents pour apporter les réponses. Vous faites allusion, Maurice, à cette disposition prévoyance. Dans des échanges que j'ai eus avec Gilles à différentes occasions, il m'a précisé qu'il y avait des assureurs qui venaient vers les entreprises pour leur dire « mais dites-moi, bon, vous êtes à 1,2 avec votre 0,05 de haut degré de solidarité pour bénéficier de ceci, cela. Moi, je suis en capacité de vous apporter la même chose pour 0,75 ou 90. » C'est évident que tout dirigeant ou dirigeante d'entreprise va se dire « bah oui, c'est plus intéressant, j'y vais ». Alors, bon, les garanties affichées, elles seront peut-être identiques. Il y a un élément sur lequel j'attire votre attention, et je ne pense pas que les assureurs le fassent. C'est que, bien entendu, si vous changez d'assureur, enfin, si vous changez d'opérateur, il faut que le nouvel opérateur prenne en charge ce qu'on appelle le passif social. C'est-à-dire que toutes les actions qui sont en cours, il faut qu'elles soient garanties. Puisque, bon, dans l'accord qu'on a signé, une des causes du niveau de cotisation, c'était précisément la prise en compte des actions qui étaient déjà en cours dans les entreprises au moment, non pas de la signature, mais de l'entrée en vigueur, enfin, ou les deux, du dispositif. Donc attention, bien entendu, à ce programme Transportez-vous bien, mais aussi attention aux propositions qui peuvent être faites sur des taux inférieurs à celui de notre accord, mais qui peut-être, à un moment ou à un autre, peuvent se révéler largement supérieurs parce qu'il y aura un complément à l'addition finale. Autre question dans la salle à nos intervenants sur ces différents sujets, ou le travail de nuit, ou les indemnités aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle qui viennent? J'essaie de regarder au loin de la salle remplie. Pas d'autres questions. Donc en effet, comme dit Philippe, ça veut dire que vous avez les mandats. Merci en tous les cas à vous quatre. On peut vous applaudir très fort pour ces points que vous nous avez présentés. Je vous remercie. Je vous laisse gagner l'assistance.